Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo historico-géographique. Là c'est plus historique que géographique. On va traiter aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne un peu plus, après avoir beaucoup voyagé dans mes vidéos précédentes. On va parler de la guerre de 100 ans. Comme son nom l'indique, elle a duré un siècle, même plus d'un siècle, elle a duré 116 ans. C'est une guerre qui a opposé donc, le royaume de France à son voisin du nord, le royaume d'Angleterre. On va principalement parler de ses causes. Un conflit qui a duré 116 ans, vous imaginez, c'est comme si nous, on était dans une guerre qui durait depuis 1904. C'est un conflit qui a mobilisé 5 rois de chaque côté de la Manche. Ça a débuté en 1337 pour se terminer en 1453, même si le traité de paix a été signé plus tard. Il y a différentes raisons pour expliquer ce conflit. D'abord, il y a un contexte général difficile sur le plan économique, c'est-à-dire que paradoxalement, sur le plan économique, l'Europe se portait très bien, notamment grâce à ses foires. Alors, vous voyez un peu la France, comment elle était. En 1337, vous avez la France, donc vous avez tout l'Est actuel de la France qui évidemment appartenait à l'époque au Saint-Empire romain germanique, notamment le comté de Bourgogne ici, le Dauphiné, la Provence, tout ça, ça faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Vous avez aussi la Guyenne, avec Bordeaux et l'équivalent en gros de l'Aquitaine, une petite Aquitaine, la façade sud-ouest de la France actuelle, qui appartenait à l'Angleterre. Justement, ça va être un des nœuds de la guerre de 100 ans. C'était une époque où l'Europe se portait très bien sur le plan économique et donc aussi sur le plan humain, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse hausse de la population. Et le problème, c'est que l'agriculture n'a pas pu suivre cette hausse démographique, ce qui fait qu'il y a eu des famines, il y a eu aussi un mini âge glaciaire, un âge très froid. Tout ça a créé des famines, et sinon il y a deux raisons, même s'il y a eu une étincelle qui est venue d'ailleurs, mais deux raisons principales qui ont créé une espèce de conflit latent entre les deux couronnes. Le premier, c'est la Guyenne, dont je vous ai parlé. La Guyenne appartenait à l'Angleterre, mais c'était un duché, c'était un territoire anglais, c'est-à-dire qu'en Guyenne, le roi d'Angleterre, c'était le duc de Guyenne, et donc c'était le vassal du roi de France. Et donc il y avait un problème un peu d'autorité, c'est-à-dire qu'en Guyenne, le dernier mot, quand il fallait prendre une décision, c'était le roi de France qui l'avait. C'était pas le duc de Guyenne, même si le duc de Guyenne était roi d'Angleterre. Donc vous voyez, il y avait quand même un problème de pouvoir là-bas. Et donc les Anglais, ils avaient beaucoup de mal à vivre le fait de devoir rendre des comptes au roi de France dans cette possession. À noter, vous voyez, la relation, la Guyenne, et ce qu'ils aimaient bien les Anglais avec la Guyenne, c'est que ça leur fournissait du vin. Et encore maintenant, les Anglais, ce qu'ils adorent faire quand ils vont en France en vacances, ils viennent dans cette zone-là, hein. Ils n'ont pas changé 5 siècles après. Parenthèse refermée. Donc ça, c'est une des premières raisons qui fait que les Anglais et les Français étaient en bisbille. D'ailleurs, au début, dans les années 1320-24, il y a eu un mini-conflit d'ailleurs avec l'armée du roi qui est venu attaquer un fort britannique. L'autre raison de ce conflit qui s'annonçait, c'est ça. Ça, c'est tout simplement l'arbre généalogique des prétendants à la couronne de France à l'époque, au début du XIVe siècle. Vous avez donc une ligne qui arrive là, ici, donc c'est les Capétiens, qui sont au pouvoir depuis le Xe siècle maintenant, au début du XIVe siècle. Les Capétiens sont toujours au pouvoir, et donc arrive Philippe IV, qui lui a eu 3 fils et une fille, sachant que son père Philippe III, lui, a eu 2 frères. C'est important aussi, on va revenir. À essayer de rester concentré, c'est pas évident. Alors je sais pas si vous connaissez un peu les Rois Maudits, les 2 séries qu'il y a eu. Il y en a une, c'était dans les années 60 je crois, et une autre dans les années 2000, qui raconte extrêmement bien ce qui s'est passé à l'époque. C'est-à-dire que Philippe le Bel, lui, il a détruit l'ordre des Templiers, que le pape avait renié, et le roi, lui, il s'est dit, il avait besoin d'argent pour remplir les caisses du royaume, donc il a dit, on va récupérer les sous des Templiers, donc il a fait exécuter le chef des Templiers, il s'appelait Jacques de Molay, et au moment de se faire brûler, en 1314, il va tout simplement maudire les rois français sur 13 générations. D'où le nom les rois maudits. Et effectivement, pendant toute une période, les rois français vont être maudits. C'est-à-dire que les 3 fils de Philippe le Bel vont être incapables de fournir un héritier mâle. Alors à l'époque, je vous rappelle que la loi salique était de vigueur. C'est-à-dire qu'aucune femme ne pouvait transmettre le pouvoir royal à un homme. Ça aurait été beaucoup plus simple si on l'avait permis, mais il n'aurait peut-être même pas eu de guerre de 100 ans s'il n'y avait pas eu la loi salique en France. Donc, le premier fils de Philippe IV, Philippe le Bel, il s'appelait Louis, il est devenu Louis X le Hutin. Il a eu une fille et un fils qui est mort enfant. Sa fille, elle s'appelait Jeanne, et elle a enfanté un fils qui, plus tard, va revendiquer le trône de France, puisqu'il est petit-fils de roi, et il va notamment s'allier plus tard avec les Anglais contre les Français. Le truc des rois maudits, c'est que en fait, les 3 fils vont régner très peu de temps, ils vont mourir assez jeunes, et sans enfants mâles, puisque Philippe IV meurt en 1314, Louis X, le Hutin, lui, meurt en 1316, 2 ans plus tard.
et les travaux. On va essayer. On en était à Louis X le Hutin, qui meurt 2 ans après, la même année que son fils d'ailleurs. Ça va être compliqué. Je reviens. Ça tape maintenant. Louis X le Hutin, donc, meurt juste après la mort de son enfant jeune. Il n'a qu'une fille, donc le pouvoir arrive à son frère Philippe, qui deviendra Philippe V, qui lui n'est roi que pendant 6 ans et qui aura 4 filles et 2 fils qui meurent jeunes également. Donc le pouvoir arrive à Charles IV, qui lui ne lui survit que 6 ans également. Et Charles IV, lui, qui a quand même 3 femmes, a 2 filles. Du coup, on se retrouve avec la petite sœur, Isabelle de France, qui en fait n'était pas la petite sœur, puisqu'elle était, en fait, elle se situe ici, elle est née entre Louis X et Philippe V. Il reste plus qu'elle, entre guillemets. Le problème, c'est qu'elle, elle a épousé Édouard II, qui n'est autre que le roi d'Angleterre. Et donc forcément, les grands du royaume ne voulaient pas donner le trône à un roi d'Angleterre. Donc du coup, ils se sont tournés vers la branche des Valois. C'était la branche des frères de Philippe le Bel, donc le père des 3 fils qui n'ont pas eu d'enfants mâles. Et donc la branche des Valois va durer jusqu'à Henri IV, vous voyez, jusqu'au Bourbon. C'est le neveu de Philippe le Bel, un des cousins donc des 3, qui devient roi de France, Philippe VI. Le problème, c'est qu'au moment de choisir le nouveau roi, il y avait un candidat, en plus du cousin Philippe, c'était le fils du roi d'Angleterre, le fils de la sœur des 3 rois qui n'ont pas eu d'enfants mâles, Édouard III, qui lui était donc petit-fils de roi et neveu de roi. Il était roi d'Angleterre depuis 1 an quand le dernier roi est mort. On lui a refusé, on lui a préféré le cousin. Le royaume de France ne voulait pas être accaparé par le royaume d'Angleterre, donc on a choisi le cousin valois. Édouard III n'a rien dit, il a accepté, mais c'est resté comme quelque chose qu'il n'a pas digéré. L'élément déclencheur, mais c'était un prétexte, puisque les vraies raisons, c'était ça, et c'était la Guyenne. L'élément déclencheur, c'est que les rois de France, qui étaient alliés au roi d'Écosse depuis très longtemps, ont aidé les Écossais, puisqu'à l'époque, Édouard III, il menait une guerre contre les Écossais, donc dans le nord, et les Français ont aidé les Bruce, qui étaient les rois d'Écosse. Ça a été le prétexte au roi d'Angleterre pour attaquer la France. Il y a eu 3 phases. Il y a eu la première phase où les Anglais ont botté les fesses des Français. Donc ils débarquent en France. Du coup, Philippe VI, il confisque la Guyenne. Les Anglais vont débarquer en France. Comme ils sont nettement inférieurs en nombre, les Anglais vont éviter le combat, ils vont se contenter de mener ce qu'on appelle des chevauchées. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont parcourir le pays, piller les villages, ramasser le plus de richesses possible. Les Français vont être incapables de les rattraper, sauf une fois, à Crécy, c'est en 1346. Et là, l'armée française, qui est composée de chevaliers, c'était la grande tradition des chevaliers français, va être massacrée sur place par les archers anglais déjà à l'époque. On va y revenir parce qu'il y a une autre bataille qui est encore plus représentative de ça, comme quoi on est toujours aussi bon pour retenir les leçons du passé. En 1364, après la fin de la première phase, ce qui se passe, c'est ça, c'est que les Français, le roi de France, sont contraints de signer des traités, notamment le traité de Brétigny, qui va faire qu'en gros la France va perdre 1/3 de son territoire au profit des Anglais, donc tout le sud-ouest. En plus de la Guyenne, vous avez le Poitou, le Périgord, le Rouergue, l'Armagnac, le Béarn. Sachant que la Bretagne, elle n'est pas anglaise, mais ils sont alliés aux Anglais. Et les Anglais sont également dans cette zone-là. En plus de posséder Calais, la France, elle est quand même bien ratiboisée à ce moment-là. Elle s'est pris une bonne branlée alors qu'elle avait largement l'avantage en termes de nombre. Elle avait le terrain. La deuxième phase, après une période trouble, le fils du dernier roi de France, qui s'appelait Philippe VI, il s'appelle Charles V. Lui était plutôt un bon roi, contrairement à son père qui n'était pas terrible. Et lui, il est plutôt malin, il va réussir à reconquérir progressivement jusqu'en 1380 tous les territoires. Et en 1380, son fils lui succède. Le problème, c'est qu'il lui succède très jeune et puis il s'avère complètement fou. Et donc les grands nobles prennent grosso modo le pouvoir à sa place. Le problème, c'est qu'il y a une rivalité notamment entre le duc de Bourgogne et le duc d'Orléans qui vont se mener une guerre civile qu'on appellera la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. Les Bourguignons qui vont devenir par la suite les alliés des Anglais. Au milieu du XIVe siècle, entre 1347 et 1353-55, il va y avoir la peste noire qui va frapper l'Europe.
qui va perdre un tiers à peu près de sa population. Et ça, du coup, ça va permettre une petite pause, entre guillemets, dans la guerre. La guerre entre Armagnac et Bourguignon, c'est une guerre civile. Ce qui fait que Henri V, lui, qui est le successeur d'Édouard III, lui, il va profiter de ça pour attaquer à nouveau. Et il va y avoir notamment la fameuse bataille d'Azincourt, qui est très célèbre en Angleterre, même si en Angleterre, on l'appelle Agincourt. Donc c'est en 1415, et encore une fois, les archers anglais, les Gallois aussi surtout, ont massacré littéralement les chevaliers français qui étaient embourbés dans la boue. En 1419, les affaires françaises ne s'arrangent pas puisque, à la suite de l'assassinat du duc de Bourgogne, Jean sans peur, fomenté notamment par le roi Charles VI, du coup, les Bourguignons s'allient aux Anglais. Par ailleurs, Henri V, le roi d'Angleterre, épouse la fille de Charles VI, le roi de France. Ce qui fait qu'ils arrivent à cumuler les deux couronnes, enfin. Ce qui fait qu'on va arriver au dernier chapitre important de cette guerre, c'est celui de Jeanne d'Arc. Donc je pense que Jeanne d'Arc, vous avez entendu parler une ou deux fois. C'est une jeune bergère, hein, selon la légende, qui vivait à Domrémy en Lorraine, et qui entendait des voix, qui lui a dit va bouter les Anglais hors de France, va mettre le roi sur son trône. Il n'y avait plus de roi de France, hein. Le roi de France était le roi d'Angleterre. Donc là voilà Jeanne d'Arc. Hein. Elle n'est pas très impressionnante, mais bon, c'était une badass, je pense. Hein. Les voix la charge de mettre le dauphin sur le trône de France. Le gars est en PLS à Chinon avec une petite cour. Jeanne d'Arc, elle va à Chinon pour rencontrer le roi. Alors vous connaissez la légende. Le roi se déguise pour pas qu'on le reconnaisse. Ils mettent un faux roi habillé en roi. Sauf que elle, par miracle, grâce à l'aide de Dieu, elle le reconnaît au milieu de la foule. En récompense, parce qu'elle a bien deviné, il lui donne une armée. Avec cette armée, elle va aller assiéger Orléans et libérer Orléans. Par la suite, elle va aller jusqu'à Reims pour permettre à Charles, le futur Charles VII, donc, de devenir roi, qui va la récompenser en la vendant aux Anglais. Donc elle est brûlée en 1431 à Rouen. En 1435, les Anglais qui ont déjà commencé à se faire botter les fesses perdent leur alliance avec les Bourguignons. Et en 1453, c'est la fin des combats. Les Anglais se sont fait complètement bouter hors de France, hormis à Calais, où ils sont toujours à Calais, pour un petit moment encore d'ailleurs. Voilà la fin de cette guerre. Je voulais insister sur le fait que, encore une fois, vous savez, la guerre de 100 ans, c'est censé être la guerre entre les deux grands ennemis anglais et français. Bon, en fait, c'était juste une guerre entre deux gamins qui se disputent des Légaux. C'est-à-dire que c'est une guerre de territoire. C'est des rois, des ducs qui disent bah, ma mère, mon grand-père, il était roi, machin, donc c'est à moi, etc. Ça n'a rien à voir avec une guerre de nation, puisque le concept de nation n'existait pas avant la Révolution et avant le XVIIIe siècle. Et surtout le 19e siècle. En Europe, que ce soit en France, en Allemagne, ou en Italie ou ailleurs, le concept de nation et de nationalisme a émergé. Et pour faire adhérer les peuples à ce nationalisme, ils ont créé ce qu'on a appelé en France un roman national, c'est-à-dire rendre l'histoire de France un peu plus sexy, avec des héros un peu plus pimpés, on va dire. Le concept de guerre de 100 ans, le terme de guerre de 100 ans, il date du 19e siècle. À l'époque, ils ne disaient pas, non, ça fait combien de temps qu'on est en guerre, là, bah, ça doit faire 100 ans, on va l'appeler comme ça. Non, c'est la guerre de 100 ans, elle est apparue au début du 19e siècle dans les livres d'histoire. Bon, tout le concept de nation et tout, c'est vraiment très récent. À l'époque, c'était juste des nobles qui se disputaient des territoires parce qu'ils avaient un grand-oncle ou une mère ou une machin qui avait été roi ou qui avait été la belle-sœur du roi. Voilà, c'est que des trucs comme ça, et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Bon. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine.